Bonjour à tous et puis bienvenue à ce webinaire sur les vertiges en pratique quotidienne. On va démarrer tout de suite pour rester dans les temps et je vais laisser la parole et le mot d'introduction à Christelle Pélissier. Et ensuite, nous commencerons le webinaire proprement dit. Merci. En effet, je me présente, je suis Christelle Pélissier. Je m'occupe des relations médicales en Pifon sur les Hauts-de-France et la Normandie. Nous sommes, enfin, il y a pas mal d'inscrits, en effet, à peu près 180 et notamment en majorité sur ces deux régions-là. On va accueillir aussi pas mal de personnes des pays francophones alentours, notamment du Vietnam, du Maroc, de la Tunisie, de la Martinique, même si ça reste un territoire français, du Congo, du Mali, du Sénégal, de la Belgique. L'intérêt de ce sujet sur les vertiges, c'est que ça rassemble aussi pas mal de professionnels de santé, et des ORL, des kinés, des audioprothésistes, des jeunes professionnels, et notamment des internes. Donc, c'est assez intéressant. On a fait une précédente formation sur la prescription des aides auditives. Là aussi, il y avait pas mal d'inscrits, mais on était en juin. Donc, on était à 250 inscrits. Il y en aura à l'avenir. Vous aurez des mailings pour vous informer des futurs sujets. Ensuite, là, je vais vous demander de fermer vos micros pour qu'on puisse avoir du silence. Il y aura un système de questions-réponses que vous pouvez avoir sur le bas de votre écran. Vous écrivez vos questions et puis on pourra vous répondre soit par oral, soit par écrit. Je remercie à Mathilde de la technique qu'on oublie souvent, qui est là pour l'enregistrement, qui travaille au siège. Et puis surtout, merci aux orateurs de nous consacrer du temps ce soir pour cette formation sur les vertiges. Donc, je laisse la parole à Christophe, Vincent, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bien, merci. On va démarrer. Je ne peux pas démarrer sans remercier évidemment mes amis les participants. Sans eux, le webinaire n'existerait pas. Ce sont tous des experts renommés dans le domaine. Et je les ai sollicités sur, je dirais, vraiment des cas quotidiens. Je voulais vraiment que ça soit de la pratique clinique. Et j'espère on va répondre à cette demande. Alors, j'ai fait une petite erreur dans le programme pour le topo de Anne Charpieu, de professeur Anne Charpieu. Évidemment, il y a 20 minutes, on a à peu près 20 minutes chacun. Moi, ça sera peut-être un petit peu plus court puisque j'ai souhaité, pour démarrer, on a beaucoup d'internes ORL en formation ce soir. Et il m'a semblé utile de reprendre les bases fondamentales pour avoir une bonne compréhension de ce qui va être dit après. Pour ceux qui me connaissent avec les internes, j'ai l'habitude de dire pour faire une bonne maison, il faut des bonnes fondations. Et les fondations anatomiques, physiologiques pour l'autoneuro, je pense qu'elles sont vraiment extrêmement importantes. Donc le programme, vous l'avez sous les yeux, hein, quelques mots de base fondamentale. On va passer ensuite la parole à Philippe Laurin sur les vertiges positionnels. Puisque vous le verrez, eh bien, il y a le plus simple qui nous est très familier, puisqu'il est très, très courant, et puis il y a aussi des situations beaucoup plus complexes, de diagnostic et de traitement plus complexes. Ensuite, un point qui me semble très important, et Anne Charpieu a un topo que je trouve vraiment super sur le domaine, qui est un point pratique, c'est quand un praticien voit un vertige en urgence, comment est-ce qu'il fait pour séparer le grave du reste? Et je crois que c'est un point clinique majeur. Ensuite, on laissera la parole à un duo avec Mahmoud Mouradkani et Alain Loher, donc le duo ORL kiné vestibulaire qui est très important. Et j'ai voulu qu'on fasse le point un peu sur 3-4 situations cliniques sur la rééducation vestibulaire, et notamment au niveau pratique, quand est-ce que je la prescris et puis comment je la fais. Donc, on répondra après chaque topo aux questions et si ensuite une discussion ou des cas cliniques que je vous montrerai si il nous reste un petit peu de temps, mais je pense qu'on sera bien occupé.
Le système vestibulaire périphérique, je crois que vous le savez tous, mais on a tendance à penser que c'est que les capteurs angulaires qui mesurent des accélérations. En fait, nos capteurs mesurent une accélération. La pesanteur, c'est une accélération. Donc ça, c'est un point qui est à connaître. Simplement, elle est linéaire pour le système autolytique et rotatoire pour le système des canaux semi-circulaires. L'autre point, et on connaît bien, il y a ce beau schéma, et ce beau livre d'ailleurs de Francis Veillon sur la radiologie. Il faut connaître un minimum, évidemment, l'anatomie du labyrinthe membraneux et les capteurs, que ce soit les crêtes ampulaires pour l'accélération rotatoire, ou alors le système autolytique utricule-sacule avec une accélération linéaire soit horizontale, soit verticale. Tout ça, ça restait très livresque, je dirais. Et puis, depuis maintenant quelques années quand même, on a avec l'IRM moderne et notamment certains protocoles avec des injections de gadolinium retardé, avec des séquences flaires haute résolution, eh bien, on peut voir en fait le système autolytique. On peut même voir certaines crêtes ampulaires. Et vous voyez ici, ça date déjà un petit peu, c'était une thèse de 2019. Eh bien, on va visualiser tout à fait la position haute de l'utricule, comme je viens de vous le montrer. C'est d'ailleurs pas si linéaire que ça, c'est une forme un peu en hamac, et puis un sacule normal qui est beaucoup plus petit en dessous. Et on voit aussi sur la coupe axiale l'utricule plutôt horizontal et en arrière, et le sacule qui est à ce niveau-là. Donc, ces séquences-là, et on fera peut-être un jour un webinaire que sur les progrès de l'imagerie dans nos spécialités qui sont considérables, que ce soit pour l'oreille moyenne, mais surtout, je dirais, surtout pour l'oreille interne. Et puis, on en parlera peut-être un jour aussi, des progrès sur la tractographie, sur les voies centrales. Il y a des grands progrès qui sont réalisés, qui, je pense, vraiment bouleversent notre spécialité. L'autre point important, parce que ça va vous faire comprendre plein de choses, je parle pour les plus jeunes, c'est évidemment l'orientation des canaux par rapport à la tête. Ça, c'est un point qui est majeur, avec donc le couple des canaux horizontaux, qui sont les canaux les plus importants. Hein, donc l'ampoule est vers l'avant et 30 degrés vers le haut. Et vous comprendrez tout de suite que quand on veut les stimuler au maximum, même si on fait un secouage de la tête, on a intérêt à mettre ce plan horizontal. Donc, on incline la tête de 30 degrés vers l'avant pour que vraiment le plan du canal soit horizontal. Évidemment, ce sont les canaux horizontaux qui marchent simplement par coupe. Vous savez très bien que les autres sont alignés, le gauche antérieur avec le droit postérieur et inversement. Mais chez l'homme, par nature, ce sont les canaux horizontaux qui sont les plus importants. Hein. On est des bipèdes. Ce qui compte pour nous, c'est le plan horizontal, et pas pour le vestibule d'ailleurs, hein, pour l'audition, la localisation sonore. On est bien plus performant dans le plan horizontal que dans le plan vertical. On a peu de prédateurs qui viennent du haut, et ils viennent surtout sur notre plan. Donc, l'évolution a fait que ces canaux ont une place prépondérante. Juste un petit mot sur l'énervation. Hein, pour ceux qui viennent au bloc et voient de l'autoneurochir, ils sont habitués. Pour les autres, c'est un peu plus théorique. Le nerf vestibulaire qui donc s'occupe de l'ampoule latérale supérieure et du nerf utriculaire. Donc ça, c'est la fossette supérieure. Et puis deux nerfs, saculaire, ampulaire postérieur. Et quand on voit ça, on comprend que certains ont pu décrire, par exemple, des interventions de nérectomie sélective à ce niveau-là, qui sont quand même des techniques qui sont moins utilisées maintenant. Alors, j'ai parlé essentiellement, et vous voyez, ce n'est pas récent. Hein. Les lois fondamentales, pour moi, c'est les lois de Flourens et d'Ewald. Et en fait, pourquoi elles gardent, de mon point de vue, une importance majeure? C'est parce que même si Barani avait commencé à codifier un petit peu les caloriques à cette époque-là, la clinique restait prépondérante. Et quand on lit les traités, c'est toujours intéressant de regarder les bouquins de cette époque. C'est à cette époque où on disait, si vous n'avez pas fait le diagnostic à l'interrogatoire, vous ne le ferez jamais, parce qu'il n'y avait finalement pas d'autre moyen de faire le diagnostic. Heureusement, les temps ont changé. Hein. Je vous ai montré ce changement majeur qu'est l'IRM pour voir l'oreille interne.
Mais il n'en reste pas moins que ces lois fondamentales restent vraiment très importantes pour comprendre la genèse des nystagmus et la physiologie vraiment de base. Là, on est vraiment dans la physiologie de base. La première loi dite de Florence, qui n'a pas fait d'ailleurs que des choses bien, hein, quand on regarde, c'était un anti-darwiniste, enfin je ne vais pas faire de l'histoire de la médecine, mais en particulier, il a quand même bien travaillé sur les destructions sélectives. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est que le nystagmus il se produit dans le plan du canal excité. Donc ça, c'est très facile à retenir. Donc si jamais on excite de façon isolée un canal horizontal, on a plutôt un nystagmus horizontal. Un canal supérieur vertical antérieur, plutôt un nystagmus vertical, donc dans le plan sagittal, et un vertical postérieur, plutôt un nystagmus rotatoire dans le plan frontal. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très simples à comprendre et qui dépendent de l'anatomie évidemment en rapport. Si vous excitez 3 canaux, vous avez un nystagmus horizonto-rotatoire et 2 canaux verticaux, plutôt un nystagmus rotatoire. Donc ça, c'est ce qui est défini par Florence. En fait, comment il faisait? Il détruisait les canaux sélectivement et puis il regardait les anomalies de posture chez l'animal. Donc ça, c'est la première loi qui reste importante à avoir. La deuxième aussi, loi qui est en fait la première loi d'Ewald, donc Ewald qui était un médecin à Strasbourg, à l'époque allemand, c'est 1920-1910. Il plombait, en fait, il bloquait les canaux, et puis dans le même temps, il aspirait, donc il entraînait des déplacements des liquides endolymphatiques, il regardait comment se comportaient les mouvements oculaires. Et en fait, il a défini donc cette loi qui est que la secousse-lance du nystagmus, elle est toujours dirigée dans le sens du courant endolymphatique. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'une fois que vous savez ça, bien, vous comprenez beaucoup de choses dans les épreuves rotatoires qui, des fois, restent un petit peu mystérieuses pour les internes en formation. En fait, les choses sont relativement simples. La deuxième, et en fait, je pense que c'est surtout pour le canal horizontal qui est la plus importante, c'est le mode de stimulation par rapport à l'ampoule, au mouvement des liquides par rapport à l'ampoule. Et pour le canal horizontal, quand on a un mouvement ampulifuge, on a un système d'hyperpolarisation, donc on a un phénomène d'inhibition. Et quand on a un mouvement ampulipède, donc quand le liquide va vers l'ampoule, eh bien, on a une excitation, une dépolarisation. Ce qui est un point important à savoir, évidemment, on l'a dit, les canaux, ils marchent par paire. Donc, si l'essence des liquides, il n'est pas pareil pour le canal droit que pour le canal gauche. Le mouvement en pudipète, il est toujours supérieur en termes fonctionnels au mouvement en pudifuge. C'est-à-dire l'excitation prime toujours sur l'inhibition pour le canal horizontal, alors que ce sont des lois inverses pour les canaux verticaux. Donc, vous voyez que ces 3 lois, finalement, sont relativement simples et on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas indiqué qu'elles étaient complètement erronées. Elles restent, je pense, valables. Et moi, ça me permet, quand je fais le cours aux plus jeunes, eh bien, de mieux comprendre, et ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui démarre dans les explorations vestibulaires, de comprendre ce qui se passe quand on fait une rotation horaire, par exemple. On a un fauteuil, on fait une épreuve rotatoire, qu'elle soit impulsionnelle, ou mettons qu'on met un fauteuil ou sinusoïdal. Lorsqu'il y a une accélération vers la droite, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des liquides? Évidemment, il y a le liquide est inertiel, donc le liquide va avoir tendance au niveau de l'oreille droite à aller vers l'ampoule. Donc là, on va avoir un nystagmus droit, hein, puisque le mouvement du liquide est vers la gauche, donc la déviation lente vers la gauche, la déviation rapide vers la droite, nystagmus droit. Et là, j'écris nystagmus avec en majuscule, puisque je vous l'ai dit, le liquide, la stimulation excitatrice vers l'ampoule est celle qui est la plus importante lorsqu'on stimule les 2 canaux horizontaux. Et puis là, on a un mouvement pour l'autre côté, évidemment, qui est ampulifuge, mais qui est moins important, puisque la stimulation ampulifuge au niveau des canaux horizontaux est fonctionnellement moins importante.
hein, et on retrouve toujours, évidemment, la première loi, la secousse lente est dirigée dans le sens du courant d'eau lymphatique. Donc ça vous explique pourquoi on retrouve ce nystagmus à la phase d'accélération. Et quand on lit, là vous comprenez aussi pourquoi avec l'anatomie, on va mettre la tête du patient inclinée de 30 degrés vers l'avant, puisqu'on veut avoir une stimulation maximale du canal horizontal. On veut qu'il soit bien à plat. Et quand on lit le bouquin de Baldenweg, c'est la même époque, c'est 1900 et quelque chose, un petit peu plus tard peut-être, eh bien, il explique bien que, et on le comprend quand on voit les mouvements liquidiens, il y a 3 phases finalement. Quand on accélère, le mouvement inertiel n'est pas le même que quand on est dans une phase d'équilibre où il n'y a pas de déplacement de liquide. Et puis à l'arrêt de la rotation, eh bien, là, on va avoir un sens inverse. Tout le monde connaît les épreuves qu'avait popularisé Eric Ilmer avec les tests des créneaux, avec des phases d'arrêt rapide, dans lesquelles on analysait aussi le nystagmus post-rotatoire, donc plutôt dans cette phase-là. Quand vous faites un test de secouage de la tête, un head checking test, voilà un test, là on l'a filmé sous VNS, voilà, on remue la tête, le patient regarde là, et voilà, hop, à l'arrêt, on a un nystagmus très très net. Eh bien, quand on a un secouage de la tête, l'accélération est par nature très forte, hein, on accélère assez vite, mais le côté excité intervient toujours de façon plus importante que le côté inhibé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je suis reparti encore sur le secouage. Alors, de la même façon, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe, ces lois, lorsqu'on fait une épreuve calorique. Là aussi, si vous avez compris l'anatomie, en général, quand on fait une épreuve calorique, pour ceux qui l'ont vu, on va mettre le canal horizontal, puisqu'on teste essentiellement le canal horizontal, on va le mettre en position pour que l'ampoule soit vers le haut. Donc, on met en général la tête de 60 degrés vers l'arrière. Pourquoi est-ce Barani avait défini cette position? Parce qu'à l'époque, la thermoconvection était l'hypothèse numéro 1. Hein. On pensait l'air chaud, ça monte, et le froid, ça descend. Et donc, en fait, quand vous refroidissez ou réchauffez, on a un mouvement qui va être différent du liquide, évidemment. Ce qui fait que quand vous stimulez au froid, vous avez un nystagmus du côté opposé à l'oreille stimulée, et au chaud, un nystagmus excitateur du côté de l'oreille stimulée. Alors, j'ai dit que c'était essentiellement parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait de la thermoconvection. Et il y a eu une expérience intéressante, je crois que c'est dans les débuts des années 80, dans l'espace, Space Lab, où on n'a pas de gravité. Et en fait, on a quasiment les mêmes résultats en zéro gravité qu'en gravité 1G. Donc certains ont dit il n'y a pas de thermoconvection. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est sans doute un mix avec d'autres phénomènes. Enfin, je terminerai par relativiser notre examen clinique et les examens paracliniques. Souvent, on va dire, par exemple, j'entends des plus jeunes me dire j'ai testé mon oreille interne, j'ai fait des caloriques. En fait, je leur réponds souvent, mais est-ce qu'il t'arrive de faire un audiomètre qu'avec une fréquence? Il est certain que explorer l'oreille interne avec une fréquence qui est non physiologique, ça donne une idée qui est extrêmement importante, puisque ça permet de tester oreilles séparées, ce qui est quand même rare dans les autres, par rapport aux autres tests. Mais vous voyez que par rapport au mouvement, je dirais, physiologique, eh bien, nos différentes fréquences de stimulation sont le plus souvent, enfin, sont quelquefois un peu limites. Hein. Quand on fait un test au vibrateur, un nystagmus induit par les vibrations, en général, on le fait autour de 100 Hz. On est largement au-dessus des domaines de fréquences habituelles. De même, un HIT, on est un peu limite. Le head checking, on essaie de secouer 2 fois par seconde, mais bon, ça, on reste encore un petit peu. Mais le calorique, c'est vraiment les très, très basses fréquences. Donc voilà, et ça, ce schéma qui est évidemment de notre regretté Eric Ulmer. Voilà lesquels, je crois que j'en ai fini. Les quelques, je dirais, le préliminaire pour avoir des clés pour les plus jeunes, pour peut-être mieux comprendre ce qui va vous être dit, et en particulier pour les vertiges positionnels, parce que si vous ne savez pas où sont les ampoules, comment sont localisés les canaux dans l'espace par rapport à la tête, eh bien, les manœuvres à la fois diagnostiques et les manœuvres de libération thérapeutique deviennent théoriques. Je pense que c'est
ces connaissances sont extrêmement importantes à avoir. Je crois qu'il n'y aura peut-être pas de questions et je ne vais pas prendre trop de temps et je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Laurin. Voilà, c'était une petite introduction basique mais qui me semblait importante. Alors, merci à Christophe donc, pour cette invitation et à Christelle pour l'organisation. Ça a l'air de fonctionner parfaitement pour l'instant. Je vais essayer de vous présenter ce sujet du vertige positionnel en partant des choses simples et en allant vers les choses complexes. Et dans cette communication, toutes mes références bibliographiques seront encadrées en bleu comme ceci. Alors, ce que la littérature nous enseigne tout d'abord, c'est qu'il existe 4 formes anatomiques de VPPB. On a des choses simples, tout d'abord, que sont les VPPB libérables. Ceux que j'appellerais les VPPB libérables, c'est les VPPB du canal externe géotropique et le VPPB du canal postérieur. Et ces 2 formes cliniques ont des descriptions cliniques très, très robustes, sémiologiquement et d'un point de vue thérapeutique. Et puis, on essaiera d'aller vers les choses plus complexes, que sont les autres formes de VPPB, les alternatives thérapeutiques, et on parlera de choses qui sont beaucoup moins consensuelles et beaucoup plus discutées. Alors, les notions simples à gauche sont donc le postérieur, le VPPB du canal postérieur et du canal externe dit géotropique. Et puis, on essaiera de cheminer vers sur un axe diagnostique vers le canal externe géotropique et le canal antérieur. Je vous en toucherai 2 mots. D'un point de vue thérapeutique, on parlera de la façon dont on peut manager et comment doit-on manager les récidives et les résistances. Et puis, on partira sur un axe un peu plus ontologique, c'est-à-dire en quoi les malades ou les thérapeutes peuvent influencer la lecture du diagnostic de VPPB. On essaiera de parler, je vous en toucherai 2 mots parce que ça mériterait une com complète, des paradoxes diagnostiques. Alors, les notions simples, on commence par le canal postérieur, puis le canal externe géotropique. Alors, le VPPB du canal postérieur, c'est un vertige de position avec un nystagmus de position. Il n'y a pas de nystagmus spontané. Et ce nystagmus, qu'on va déclencher par une manœuvre diagnostique, il obéit à 5 critères qui sont définis depuis presque 70 ans maintenant. Hein. Ils ont été définis par Holbach. C'est un nystagmus comment dirais-je, fatigable, épuisable, paroxystique, latent et inversable. Voilà. Et ce nystagmus, Christophe vous l'a dit, c'est un VPPB du canal postérieur, donc il sera dominant torsionnel, donc torsion ipsilatérale au canal, avec un petit peu de verticale postérieure, en position de Holbach, je vous rappelle, moins 30 degrés sous l'horizontale. On a trop tendance à examiner nos malades en position horizontale. Il faut vraiment descendre la tête. Alors, d'un point de vue nystagmique, ça donne ceci. Pas de spontané. Vous allongez votre malade sur le flanc gauche, vous avez un nystagmus de prise de position, latence, et vous voyez apparaître un nystagmus, vous voyez, torsionnel, cette fois-ci horaire, et légèrement vertical supérieur, et il est épuisable, vous voyez qu'il s'arrête. Une fois que vous avez ce type de nystagmus, vous êtes en droit de pratiquer une manœuvre libératoire. Là encore, c'est robuste, manœuvre d'éplait ou de semon, ce sont les 2 manœuvres les plus efficaces pour traiter un VPPB du canal postérieur. Dans le cas présent, tête à droite, je mets mon patient en position de Holbach à droite, moins 30 degrés sous l'horizontale, je contrôle la présence de mon nystagmus, torsionnel ipsilatéral, et je l'ai modifié en me positionnant derrière le patient pour pouvoir être plus à l'aise pour réaliser ma manœuvre, et je fais la manœuvre de semon. Vous avez ici, en raison du webinaire, une version accélérée. Je vous invite à attendre 5-6 minutes dans la position diagnostique et 5-6 minutes dans la position thérapeutique. Voilà pour le VPPB du canal postérieur. Second VPPB, qui a été décrit une dizaine d'années après le premier, d'un point de vue des manœuvres thérapeutiques, c'est le VPPB du canal externe géotropique. C'est là encore un vertige de position avec un nystagmus de position, et le nystagmus, cette fois, est horizontal. Christophe vous l'a dit dans sa
présentation, il est horizontal et inversable. C'est-à-dire que quand on va mettre la tête à droite, on va avoir un nystagmus droit, à gauche, un nystagmus gauche, et en haut et en bas, le nystagmus, tête en haut et tête en bas, va à nouveau s'inverser. Et c'est ce test de mise en tête en l'air ou tête en bas, ce que les anglo-saxons appellent le bow and lean test, qui va vous latéraliser votre VPPB du canal externe. Donc, d'un point de vue clinique et thérapeutique, les manœuvres barbecue à 270 degrés sont les plus aptes à guérir les patients. Donc, tête à gauche, vous avez un horizontal gauche, voyez-vous. Alors, quand vous avez ce type de nystagmus en décubitus dorsal tête à gauche, vous passez lentement la tête à droite. Et si votre nystagmus s'inverse, vous allez voir là, si votre nystagmus s'inverse, voilà, vous avez donc un nystagmus inversable à droite et à gauche, qui bat à gauche et à droite. À ce stade-là, vous pouvez arrêter la manœuvre puisqu'il n'y a pas quasiment de diagnostic différentiel et vous asseyez votre patient pour éviter de trop le stimuler et de stimuler les nausées. Vous essayez de mettre la tête à plutôt moins 30 degrés sous l'horizontale pour être dans le plan du canal externe et vous allez attendre la stabilisation du nystagmus que vous avez déclenché en décubitus. Puis vous penchez en avant, c'est le test de la révérence et là, le nystagmus vous donne le côté. Vous voyez, vous avez un droit. Donc, c'est un VPPB du canal externe géotropique droit. Et là, je fais la manœuvre dite de semon du canal externe. C'est sa manœuvre qu'il m'a enseignée. Vous posez les lunettes et comme vous avez eu un droit, vous allongez votre patient en décubitus latéral gauche. Vous voyez, on part à gauche. Et vous allez enchaîner votre manœuvre barbecue. Donc, 270 degrés à gauche, sur 5 minutes, un tour complet, donc latéral gauche, ventre, latéral droit, le dos, et vous finissez à gauche. Donc, pour les raisons de timing, j'abrège, mais à l'issue de ces deux manœuvres, aussi bien les plaies, le semon que le barbecue, vous allez guérir 2/3 de vos patients. C'est-à-dire, là, la sémiologie et la littérature sont robustes, 55 à 78% selon les CERU, et ça dépend des opérateurs, du temps que vous allez consacrer à votre manœuvre, de la maniabilité du patient, de votre expérience, de l'angulation des positions de la tête. Et si vous reprenez le tiers de patients que vous n'avez pas guéris et que vous reproduisez votre technique, vous allez à nouveau en guérir 2/3 du tiers restant. Ce qui fait qu'on a à peu près, après 3 manœuvres, 4-5% des patients qu'on n'a pas pu soulager. Et on va voir dans les notions complexes thérapeutiques ce qu'on peut en faire. Alors, notion complexe, maintenant sur un axe diagnostique, on parle du canal externe agéotropique et du canal antérieur. Ces deux canaux rares représentent 5% de vos cas cliniques. Donc, avec les deux VPPB que je viens de décrire, vous avez à peu près 85% des cas. Et Pierre Berthelon et al. En 2006 ont fait une étude intéressante sur 100 nystagmus positionnels consécutifs qu'ils ont recrutés dans leur centre hospitalier. Et ils montrent que le risque d'erreur diagnostique aux dépens d'une lésion neurologique tumorale ou vasculaire est conséquent si la fréquence du canal atteint que vous évoquez est rare. De sorte que la principale complexité du diagnostic de ces deux canaux agéotropique et canal antérieur repose sur le risque d'erreur diagnostique aux dépens, vous voyez, des lésions neurologiques tumorales et vasculaires. Alors, on va les décliner. Canal externe agéotropique, c'est le contraire du canal externe géotropique. C'est-à-dire que quand vous mettez la tête à gauche, vous avez un nystagmus droit, et quand vous mettez la tête à droite, vous avez un nystagmus gauche. En fait, dans les faits, on ne devrait pas parler de VPPB du canal externe agéotropique, mais on devrait plutôt parler de nystagmus agéotropique de position. Parce que la description clinique a été faite par analogie au canal externe en 1995. Il y a une grosse littérature ces 15-20 dernières années sur le sujet. Et vous voyez que Singh, en 2019, c'est un article que je vous encourage à lire, considère qu'on est toujours ignorant sur le sujet.
Il pense qu'il y a 3 cadres étiologiques, et moi, ça correspond à peu près à mes idées. Dans les nystagmus agéotropiques positionnels, il y a vraisemblablement les migrations autolytiques, hein, c'est-à-dire le vrai VPPB du canal externe, mais il y a aussi pour lui peut-être des hydropes scupulaires de ce que certains appellent des cupules lourdes ou légères. Et Schoyd, en 2018, a bien montré qu'il y avait des lésions tumorales centro-mésencéphaliques qui pouvaient laisser pour compte un VPPB du canal externe agéotropique. En 2011, on a montré qu'en traitant 2 groupes de VPPB du canal externe géotropique, un groupe de 15 dans un sens recommandé par la littérature et dans un sens complètement opposé, on obtenait les mêmes résultats thérapeutiques, les mêmes résultats en matière de guérison, ce qui tendait déjà à penser qu'il y avait plusieurs étiologies dans le VPPB du canal externe agéotropique. Le canal antérieur, eh bien Christophe vous l'a dit, il pose le problème du diagnostic différentiel du nystagmus vertical inférieur. Hein, vous voyez ce type de nystagmus vertical positionnel pour lequel on a des difficultés à lire la composante torsionnelle, et c'est la composante torsionnelle qui va nous donner le diagnostic de latéralité de notre VPPB et le type de manœuvre à faire. Et là encore, on a montré avec une série de 16 cas qu'il était idéal de disposer d'une mécanisation pour pouvoir traiter ces patients. Voilà pour le complexe des VPPB du point de vue diagnostique. On passe maintenant aux notions complexes d'un point de vue thérapeutique, c'est-à-dire comment on va manager les échecs des 1, 2 ou 3 manœuvres habituelles dans le canal postérieur et le canal externe. Alors, pour gérer les formes récidivantes, il faut en fait répéter les manœuvres tant que vous avez des arguments cliniques qui persistent et qui sont des arguments de typicité. Hein. Et Pérez, je crois, a montré que entre 27 et 37%, excusez-moi, je n'ai pas mes références bibliographiques en bas, si elles sont là. Pardon, excusez-moi. A montré qu'environ 27 à 37% des patients allaient récidiver dans les 36 mois, vous voyez. Donc, il faut répéter les manœuvres tant que vous avez des arguments cliniques de typicité. La place des fauteuils de physiothérapie, eh bien, ils sont là avant tout les fauteuils pour corriger les insuffisances techniques des opérateurs. Ils permettent évidemment de traiter les formes bilatérales en une seule fois, les formes chez les patients de grande obésité. Donc, ça peut être un atout. Ce n'est pas une nécessité absolue. Pour ma part, je ne fais passer les patients sur le fauteuil TRV ou le gyrosiège qu'en seconde intention, jamais ou rarement en première intention, sauf quand les patients me sont confiés par des thérapeutes qui recommandent une séance TRV en cas d'échec successifs de leur manœuvre au divan. Que penser des manœuvres, des automanœuvres à domicile? Eh bien, les exercices de Brandt et Daroff, ça fonctionne très très bien. Je vous rappelle, Brandt en 80 avait 66% de bons résultats à J14. C'est ce qu'on obtient avec les manœuvres. On est à 66-70% de bons résultats à une semaine. Donc, on est 2 fois plus long à être efficace. C'est donc une bonne recommandation dans les vertiges chroniques récidivants, surtout les bilatéraux. Et ce qui a été montré dans la littérature, c'est que la pratique de ces exercices ou les manœuvres à domicile, donc les plaies à domicile, pour ma part, je donne des vidéos aux patients lorsqu'ils ont besoin de faire des manœuvres à domicile, il permet d'augmenter le temps entre 2 consultations. Hein. Vous voyez ici que les patients qui ont été traités sans automanœuvre consultent tous les 10 mois dans cette série, alors qu'avec les automanœuvres à domicile, eh bien, ils consultent plutôt tous les 20 mois. On parle de récidive dans cette communication. Donc, meilleure tolérance, diminution du temps entre les 2 consultations. Les médicaments, eh bien, évidemment, la HAS s'est prononcée sur le sujet. Il n'y a pas de place pour le traitement médicamenteux, mais la médecine, c'est parfois une science et parfois un art. Donc, il m'arrive moi aussi de faire des prescriptions médicamenteuses pour terminer rapidement une consultation chez des patients qui sont très accros à leur traitement médicamenteux. Mais là, Suzuki a montré que dans le groupe traitement médicamenteux versus manœuvre, il y avait 19% des patients qui étaient guéris à 7 jours, alors qu'il en a 78% ou presque de guéris à 7 jours avec une manœuvre. Donc, pas de place pour le traitement médicamenteux.
une importante littérature sur le sujet de la vitamine D que j'aborde. Hein. L'incidence du VPPB varie avec les saisons, donc c'est licite d'évoquer une implication du métabolisme phosphocalcique, mais je crois à mon sens qu'il ne faut pas confondre une coïncidence, une corrélation et une causalité. On n'a pas démontré qu'il y avait causalité. Néanmoins, dans cette communication de signes, les premières attaques surviennent plus souvent chez des patients qui ont des taux de vitamine D très bas, alors que la rémission est plus fréquente quand les taux de vitamine D sont plus élevés. Néanmoins, pour l'instant, de mon point de vue, on n'évitera pas la récidive des VPPB en prescrivant de la vitamine D chez les patients carencés. Donc, il y a une nombreuse littérature très controversée sur le sujet. Il y a des articles qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça ne marche pas. Chez les patients qui sont à 1 an et demi de VPPB récurrents et qui me sont confiés par des thérapeutes entraînés, c'est vrai que je pose la question, mais c'est le seul cas où je pose la question. La solution chirurgicale, quand est-ce qu'on la propose? Dans notre expérience, aussi bien au Mans qu'à Lille, c'est 1% de nos patients. Vous voyez, c'est exceptionnel. C'est uniquement des VPPB physiosensibles, donc c'est uniquement des patients qu'on a guéris au moins une fois ou deux fois avec des manœuvres et qui récidivent pour des raisons professionnelles, des raisons qu'on ignore, peut-être métaboliques ou mécaniques, ou pour des anomalies de clairance répétées autolytiques de leur vestibule. C'est des sujets actifs jeunes en perte de ressources financières, c'est-à-dire qui sont en arrêt de travail. Pourquoi? Parce que le VPPB a tendance à s'améliorer à partir de 65-70 ans, tout simplement parce que les malades adaptent leur quotidien au handicap. Et puis, on fait surtout du colmatage canalaire par voie transmastoïdienne. C'est plus simple. La littérature montre que c'est moins risqué que la neurectomie singulaire que Gassec faisait quand Christophe vous a montré le schéma d'anatomie. Je vous rappelle que Gassec a décrit la neurectomie singulaire avant la validation scientifique de l'efficacité des manœuvres. Le risque principal, là encore, c'est dans la littérature, c'est la récidive contralatérale, c'est-à-dire que votre patient revient 2-3 ans après avec un VPPB contra. On n'a pour notre part, ni à Lille ni au Mans, jamais fait de colmatage bilatéral sur deux postérieurs. Et on contrôle bien nos patients, puisqu'on a 90% de patients qui récidivent quasiment pas leur VPPB du côté opéré. Je reviens sur des notions plus complexes, c'est-à-dire en quoi le thérapeute, l'observateur, peut en lui-même, selon son éducation, modifier le diagnostic de vertige positionnel. On n'évoquera que 2 cas cliniques, mais on pourrait en évoquer plusieurs. Et comment le patient, en fonction des conditions, de ses conditions d'âge et d'activité, peut modifier son vertige positionnel bénin. Alors, la première chose qu'on apprend dans la littérature depuis 2016, on le savait avant, mais il fallait valider scientifiquement, c'est que les nystagmus des VPPB sont labiles dans le temps et l'espace. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas vous fier, si vous avez vraiment un patient qui a un vertige positionnel, vous ne pouvez pas vous fier à un simple examen clinique, one shot, une fois. Il faut réexaminer votre patient. Ce que Cambi et al. Ont montré sur l'évolution naturelle des nystagmus verticaux inférieurs, c'est que ces nystagmus verticaux inférieurs se transforment. Et vous voyez là dans cette série, il montre que 21 jours après, je crois qu'il y avait 16 cas cliniques, 21 jours après 16 cas cliniques de nystagmus verticaux inférieurs purement périphériques, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé toutes les étiologies centrales, eh bien tous ces nystagmus verticaux inférieurs ont disparu et que dans cette série, vous verrez, ce n'est pas seulement, c'est pas 100% de ces nystagmus qui étaient des nystagmus de VPPB du canal antérieur, mais certains étaient des VPPB du canal postérieur. Donc, je vous invite à prendre la note torsionnelle sur ce type de vertige de nystagmus vertical inférieur positionnel. Ils sont dans la plupart des cas bénins. Et donc, essayez de réexaminer votre patient plutôt le matin parce que les VPPB sont plus prégnants le matin et surtout le torsionnel l'est plus le matin. Et essayez de lire le torsionnel pour proposer des manœuvres adaptées à ces patients qui présentent des nystagmus verticaux inférieurs positionnels. Donc là encore, c'est certainement notre éducation qui fait que l'on croit que les verticaux inférieurs sont essentiellement centraux, qui nous a fait nous tromper sur ces 15 dernières années sur ce type de nystagmus. Réexaminez vos patients, il n'y a pas forcément de centralité absolue sur ce type de nystagmus.
Et puis j'en finirai avec le VPPB du sujet âgé. On sait que depuis Von Brevern, hein, c'est une étude allemande, ils ont fait une étude fabuleuse sur plusieurs centaines de patients. On sait que l'incidence du VPPB augmente avec l'âge et on sait que le pic de consultation est situé entre 45 et 55 ans. C'est-à-dire que les octogénaires ont plus de VPPB que les quinquas, mais ils consultent moins parce qu'ils bougent moins, ils sollicitent moins l'organe. On peut même considérer pour Von Brevern que le VPPB est endémique après 85 ans et que d'après lui, il lance cette idée que 100% des centenaires ont un VPPB. Mais comme ils ne sollicitent plus leur vertèbre cervicale et qu'ils ne lèvent plus et qu'ils ne baissent plus la tête, ils ne le sentent pas. Et chez le sujet âgé, ça ne s'exprime plus par un vertige positionnel bénin, mais plutôt par une ataxie. Donc, chez le sujet âgé, je vous encourage à les examiner systématiquement à moins 30 degrés et à faire des manœuvres diagnostiques répétées chez les sujets âgés ataxiques, éventuellement dans un fauteuil TA. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe pour cette belle Au présentation qui oui. fait le point. Il y a une question pour toi de préciser ce que tu appelles la manœuvre de Semon pour le canal géotropique. Est-ce que tu peux redonner Alors oui, je l'évoque. Ce n'est pas la manœuvre de Semon pour le canal externe géotropique, c'est la technique d'Alain Semon pour traiter le canal externe géotropique. C'est lui qui me l'a enseigné, mais ce n'est pas une manœuvre qu'il a décrite au sens de la littérature comme il a décrit sa manœuvre de Semon pour le canal postérieur. Non, c'est la façon de manager un canal externe d'Alain Semon. Voilà. C'est-à-dire qu'il enchaîne le diagnostic, tête à gauche, puis après, il met la tête à droite, et à partir de ce moment-là, il n'y a quasiment plus de diagnostic différentiel. Vous asseyez votre patient, tête à moins 30 degrés pour mettre le canal externe dans le plan de l'horizontale, puis vous baissez la tête et là, dès que vous avez votre nystagmus, vous posez les lunettes et vous mettez la tête, le patient en décubitus latéral gauche si vous avez un nystagmus droit ou en décubitus latéral droit si vous avez un nystagmus gauche et vous enchaînez le barbecue qui a été décrit par Appiani, Lambert et autres. Voilà. Finalement, c'est l'enchaînement du diagnostic et de la thérapeutique. C'est l'enchaînement du diagnostic et de la thérapeutique. Voilà, c'est exactement ça. Ça permet de griller quelques étapes et d'éviter que les malades vomissent parce que parfois, ils ont une libération pendant la thérapeutique qui est assez violente et le canal externe est plus nauséogène que les postérieurs. Oui, tout à fait. Si on a le temps, je vous montrerai un cas clinique extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Si tu peux arrêter de partager ton écran, comme ça permettra à Anne Charpiot, que j'ai le plaisir d'accueillir. Et Anne, je vais demander un sujet qui n'est pas facile, qui est comment on sépare, lorsqu'on voit un vertige en urgence, le grave du reste. Et c'est un sujet vraiment qui intéresse tout le monde, des plus jeunes aux urgences, de l'ORL en cabinet libéral. Donc, Anne, bien sûr, tu as la parole 20 minutes. Hein. Je suis désolé d'avoir fait cette coquille sur le programme. Du coup, comme j'avais essayé de condenser, si Philippe, tu veux répondre aux deux questions en direct ou peut-être tu préfères répondre par écrit, je ne sais pas. Eh ben, Je n'ai pas vu les autres questions, excuse-moi. Je crois qu'il y a deux questions qui sont arrivées à l'instant sur est-ce que tous les vertiges positionnels sont à considérer comme des VPPB avec lithiase? Est-ce que tous les vertiges positionnels en théorie, un vertige positionnel avec un nystagmus positionnel cohérent avec le plan du canal est un VPPB qui mérite des manœuvres, oui. Mais il faut quand même cette triade, c'est-à-dire il faut le plan du canal, le vertige et le nystagmus cohérent. À partir du moment où il n'y a pas trop de vertige, on n'a pas un nystagmus cohérent, je considère que non. Il y en avait une troisième. Si tu as un canal latéral et postérieur homolatéraux, tu commences par lequel? Le plus nauséogène, l'externe, bien sûr. Bien sûr, oui. Il faut essayer de soulager le plus possible le patient, mais je traite rarement les deux en même temps. Pour l'avoir fait, je n'étais pas satisfait des résultats. Je traite l'externe, bien sûr. Et des fois, le patient revient avec un postérieur 3 jours après. Bien, merci Christophe et merci aux organisateurs d'avoir cette occasion de vous retrouver. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de loin, que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir ce petit moment ensemble. Alors, le vertige en urgence, comment séparer le grave du reste?
je vous propose, pour identifier les pathologies graves, de recentrer sur les 2 urgences qui sont évidemment l'urgence neurovasculaire, qui est la seule urgence vitale, mais ne pas oublier également, c'est un organe sensoriel, l'oreille interne, et que l'urgence sensorielle peut également être présentée en caractère d'urgence. Donc l'urgence labyrinthique, qui n'est bien évidemment pas sur le même niveau que l'urgence vitale, mais qui est à prendre en compte quand même. Donc je vous propose de rapidement éliminer ces urgences sensorielles, l'examen clé étant l'otoscopie. Vous avez ici un tympan normal et vous avez ici des exemples de ce qu'on peut voir à l'autoscopie devant un grand vertige aigu. Donc n'oubliez pas de regarder les oreilles. Je crois que dans l'assemblée, on a des ORL, mais pas seulement. Donc je vous décris un petit peu les images par rapport au tympan normal qu'on a vu juste avant. Vous avez ici une grande partie du tympan. Vous voyez ma flèche? Je peux me servir de la flèche? Oui. Oui, on voit bien, Anne, on voit bien. Une grande partie du tympan qui est intact, scléreux. Mais si on regarde bien la partie haute et qu'on a une bonne exposition, on voit cette poche remplie de croûte et de squames. Donc ça, c'est un cholestéatome épitympanique. La même chose avec une présentation un peu différente parce qu'il est surinfecté, donc humide, avec des squames plutôt blanches que croûteuses. Un vertige avec un cholestéatome doit faire suspecter une ouverture de l'oreille interne, comme on la voit ici sur le scanner, avec une érosion du canal latéral, donc fistule compliquant un cholestéatome par rapport ici au côté sain entier. Un autre aspect clinique de cholestéatome, cette fois-ci avec un polype, le fameux polype sentinelle qui masque l'entrée de la poche remplie de squames plus ou moins infectés, avec également la fistule, ouverture du canal osseux, qu'on voit bien également sur les coupes frontales. Ici, ça devrait être fermé par l'os du canal latéral. Donc, dans ces cholestéatomes avec fistule et ouverture de l'oreille interne, le pronostic fonctionnel est en jeu, évidemment, sur l'audition et les vertiges. Et donc, ça justifie une prise en charge urgente. En dehors du cholestéatome, il y a également l'infection bactérienne aiguë qui peut se compliquer d'une atteinte de l'oreille interne avec labyrinthite et qui nécessite une prise en charge urgente qui passe là plutôt par l'antibiothérapie. Pour éliminer les autres urgences neurosensorielles, en dehors de l'autoscopie, il y a une question simple, c'est depuis quand le vertige est là et dans quelles circonstances est-ce qu'il est arrivé. Les patients ne vont pas forcément faire le rapprochement avec les circonstances de déclenchement, qui peuvent être immédiates ou un peu retardées, et je pense en particulier aux accidents de plongée barotraumatiques, à bien différencier des accidents emboliques. Le barotraumatisme, c'est à la descente. Et puis les voyages en avion, très souvent à l'atterrissage, le barotraumatisme de l'atterrissage un peu rapide. Et puis les autres circonstances un petit peu plus anecdotiques, le trompettiste, la constipation, enfin tous les efforts qui vont entraîner une hyperpression et qui peuvent générer une déchirure de la membrane secondaire de l'oreille, donc du tympan secondaire, qui est la membrane de la fenêtre ronde, qui peut avoir la même rigidité que le tympan, ou être relativement résistante, ou être au contraire très fine et se déchirer préférentiellement en premier, alors que le tympan va résister. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc on peut tout à fait avoir une rupture de la membrane de la fenêtre ronde à tympan intact. C'est une fuite qui expose l'oreille interne à une infection, à une dessiccation et donc à une mort par à-coup en général. Donc c'est une urgence également sensorielle, urgence chirurgicale où il suffit de colmater les fenêtres. Concernant donc ces urgences sensorielles, finalement l'examen clinique est les repère assez rapidement. Alors maintenant, devant un patient qui se présente en urgence avec un grand vertige aigu, eh bien, il faut avoir en tête le tableau clinique typique du syndrome vestibulaire aigu pour s'acharner à rechercher toute anomalie ou tout petit signe inhabituel. Alors, je vous propose, on est en fin de soirée, donc il faut rester tous ensemble. Je vous propose tous ensemble de regarder ce nystagmus et de me dire par écrit, on peut peut-être se servir des questions-réponses.
comment vous le décrivez. C'est vrai que j'avais pensé qu'on aurait un chat. Ça va peut-être compliquer les choses avec le système questions-réponses, mais si on a une ou deux réponses, ça suffit. Alors là, on a un nystagmus horizontal gauche, horizontaux rotatoire, auquel s'associent des déviations segmentaires qui sont ici retrouvées par l'épreuve du piétinement, avec une déviation vers la droite. Nystagmus horizontaux rotatoire gauche, déviation segmentaire vers la droite. Comment est-ce qu'on décrit ce syndrome clinique? Chez un patient qui ressent un vertige, on a tous les éléments cliniques d'un syndrome qui s'appelle le syndrome vestibulaire. Dans ce cas-là, déficitaire, de quel côté? Je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a des réponses sur les questions-réponses qui apparaissent en retardé. Je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, je continue pour que ça ne soit pas trop long. Donc, c'est le tableau clinique typique du déficit vestibulaire harmonieux déficitaire droit. Vertige, nystagmus horizonto-rotatoire gauche, déviation segmentaire vers la droite, c'est harmonieux, c'est déficitaire droit. Jusque-là, tout va bien. Ce syndrome vestibulaire aigu, le diagnostic différentiel, évidemment, la cause la plus fréquente et la plus évidente, c'est une atteinte vestibulaire, qu'elle soit d'une cause connue, type fracture du rocher, cholestéatome, ou qu'elle soit sans cause identifiée et on tombe sur le diagnostic de névrite. Attention, dans ce tableau clinique de névrite, on va dire pour simplifier, le diagnostic différentiel, c'est l'accident vasculaire cérébelleux. L'accident vasculaire cérébral qui, en général, est fosse postérieure. 130 000 cas par an, un tiers avant l'âge de 65 ans, donc les facteurs de risque ne suffisent pas à les dépister. Ça peut être ischémique ou hémorragique. Et dans les AVC vertébro-basilaires, les vertiges sont présents dans 2 tiers des cas et parfois seuls symptômes inauguraux. Les AVC de la fosse postérieure du tronc vertébro-basilaire sont éligibles à la thrombolyse et ça n'est plus dans les 6 heures, c'est élargi en termes de délai. Quand on a une occlusion du tronc basilaire, qui est catastrophique de pronostic, la thrombolyse est possible. Donc bien sûr, si on a un syndrome de Wallenberg complet ou un AVC cérébelleux avec des signes cliniques évidents, c'est relativement simple. Il faut encore faut-il les repérer, ces signes neurologiques typiques d'AVC de fosse postérieure. Par exemple, cette image en haut à gauche, est-ce que vous identifiez le signe clinique? Il y a un retard dans les questions-réponses. Effectivement, ce n'est pas tout à fait fluide. Donc, si vous voulez participer et m'indiquer quels sont les signes cliniques qu'on a en haut et en bas, ils sont assez discrets. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. L'anomalie pour la photo du haut. Oui, c'est ça, les réponses arrivent. Claude Bernard Horner gauche, exactement. C'est cet œil-ci, l'anomalie est de ce côté-ci, avec une fente palpébrale plus étroite par ptosis et un très léger myosis par rapport à la taille de la pupille de l'autre côté. Donc, c'est le côté gauche. Ici, il y a également un signe assez discret. Il l'est sur la photo, évidemment, mais il l'est aussi à l'examen clinique. Il faut voir le voile et il faut voir la contraction du voile pour se rendre compte qu'il y a un côté qui ne se contracte pas. Et donc ici, une paralysie du voile gauche. Chez cette patiente, quelque chose de plus évident et de plus régulièrement recherché, la manœuvre du doigt-nez pour la recherche d'une dysmétrie. Et là, vous allez voir une magnifique hypermétrie. Donc, je reprends la phrase de mon ami malheureusement disparu, Dominique Romer. Une névrite qui se met le doigt dans l'œil, ça n'est plus une névrite. Voilà, là, on a une hypermétrie cérébelleuse. Plus facile à repérer les yeux fermés, bien sûr.
Ces signes neurologiques, s'ils sont présents, c'est parfait, on a repéré l'urgence neurologique. Mais s'ils sont absents, on n'a pas éliminé l'urgence neurologique. AVC de fosse postérieure, les signes neurologiques typiques sont absents 1 fois sur 2. Alors, comment on peut faire en urgence pour avancer un petit peu? Oui, je mentionne à cet endroit-là que dans les accidents vasculaires cérébraux, il ne faut pas oublier les AVC de l'adulte jeune. Près d'un quart des AVC de l'adulte jeune sont des dissections de l'artère vertébrale. Et les dissections de l'artère vertébrale, ça donne donc des AVC de fosse postérieure, dont les vertiges sont l'un des éléments cliniques majeurs. Et l'élément déclencheur, c'est un traumatisme cervical qui est parfois mineur. Ça peut être une simple position en hyperextension maintenue de façon prolongée. Typiquement, on repeint ou on nettoie son plafond. Et puis, le délai entre le traumatisme causal et les symptômes, qui sont vertiges et douleurs latéro-cervicales, peut être relativement long. En fait, le traumatisme n'est pas forcément immédiatement rattaché comme étant l'élément causal. Donc, bien chercher les éléments déclenchants en cas de douleurs latéro-cervicales, qui sont vraiment sur le cou et pas les douleurs un petit peu de crispation sur les muscles de la nuque comme on a dans les vertiges aigus. Donc, si on n'a pas les signes neurologiques typiques, comment est-ce qu'on fait en urgence? Eh bien, on a quelque chose qui nous aide beaucoup, qui a été décrit par Kata et Tucker en 2009, c'est le INS. INS, c'est un acronyme pour reprendre 3 éléments de l'examen clinique qui permettent, associés tous les 3, en cas d'anomalie typique sur 2 ou 3 de ces tests, d'être très sensible pour détecter une origine centrale sur un grand vertige aigu en urgence. C'est plus sensible que l'IRM, l'IRM ayant beaucoup de faux négatifs, quand je dis beaucoup, c'est de l'ordre de 10%, de faux négatifs dans les premières heures des symptômes. Donc ce INS, c'est 3 éléments de l'examen clinique, le test de Almagy, la recherche d'un nystagmus atypique et la recherche d'une diplopie verticale au cover test. Les signes centraux à rechercher sont l'absence de saccade au test d'impulsion de la tête, des caractéristiques centrales du nystagmus et la présence d'une déviation verticale, d'une skew deviation, à l'analyse de l'œil. Alors, on va voir ensemble ces différents éléments. Le head impulse, le HI de INS, c'est le signe de Almagy qu'on pratique en clinique. Ça fait partie de l'examen clinique ORL quotidien et qui peut être sensibilisé par le VHIT, mais c'est tout à fait faisable à la main, et c'est ce qu'on fait en urgence dans les services d'urgence, pour chercher la saccade, qui est le signe du déficit vestibulaire périphérique. Je vous remontre la vidéo de cette patiente à qui on fait une impulsion de tête à droite et on voit l'œil qui décroche avant de se fixer, de venir se refixer sur la cible. Voilà, là, elle a une saccade. Une saccade de ce type-là doit être observée en cas de névrite, en cas de déficit vestibulaire aigu périphérique. Donc, si elle n'est pas là, si on ne la retrouve pas, c'est un élément d'orientation centrale. Alors, en urgence, parce que là, c'était une patiente qui avait un déficit ancien. Ce signe est présent à vie en cas de déficit persistant. Par contre, en aigu, vous avez le nystagmus spontané du syndrome vestibulaire qui complique l'examen clinique. Vous voyez qu'il a un nystagmus spontané, très net, horizontal droit. Est-ce que vous avez vu la saccade à gauche? Tête à droite, l'œil reste fixé sur la cible. Tête à gauche, il décroche avant de revenir sur vous. Voilà, ce n'est pas la peine de faire des mouvements très amples. L'important, c'est l'accélération au départ. Il faut qu'il y ait une bonne impulsion. Donc, même en cas de nystagmus spontané, cette saccade, elle est observable en urgence. Il faut savoir simplement pratiquer cette petite impulsion de la tête dans le plan du canal horizontal avec une accélération suffisante pour retrouver la saccade. Donc, premier élément, s'il n'y a pas de saccade, c'est un élément plutôt en faveur d'une origine centrale. Le nystagmus, analyse fine du nystagmus. Alors, quand on a un nystagmus, il faut noter toutes les caractéristiques. Elles sont toutes importantes. Le sens, s'agit-il d'un nystagmus horizontal, comme ici, vertical, oblique, rotatoire pur, ou une association de plusieurs sens.
Et puis sa direction qui est déterminée par la phase rapide du nystagmus. Donc la direction, ça peut être un droit, un gauche comme on le voit ici, un supérieur, inférieur, horaire ou anti-horaire. Attention, les anglo-saxons et nous ne font pas pareil. Pour nous, on décrit le horaire ou anti-horaire comme on le voit et non pas comme le ressent le patient. Et géotropique, agéotropique, c'est des mots réservés pour un nystagmus qui va vers le sol ou pas vers le sol et qui est un petit peu réservé à la position allongée du canal latéral où on a l'œil qui bat vers le sol. Attention, dans ce cas-là, c'est un nystagmus horizontal. Donc ces deux mots-là peuvent prêter à confusion. Il vaut mieux décrire droite-gauche, supérieur-inférieur, horaire-anti-horaire. Les caractéristiques du nystagmus, c'est aussi qu'il soit ressenti. Quand on a l'œil qui bouge, c'est que ça tourne. Si ça ne tourne pas en même temps, s'il n'y a pas de vertige ressenti, eh bien, ça n'est pas typique d'une histoire périphérique. Et si le nystagmus n'est présent que dans les prises de position, il faut regarder également sa latence, sa durée. Et une caractéristique très importante du nystagmus périphérique, c'est qu'il est supprimé ou très fortement inhibé à la fixation. On l'utilise dans les tests, dans la vidéonystagmographie, on l'utilise en pratique clinique quotidienne et on en a besoin. C'est pour ça qu'on utilise soit des lunettes loupe, soit des masques de vidéonystagmoscopie pour abolir la fixation et bien voir le nystagmus dans les nystagmus périphériques. Alors là, c'est à vous. En voilà un. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Donc là, on teste le nystagmus dans les différentes positions du regard. C'est important ça également pour voir s'il est toujours dans le même sens et dans la même direction. Donc là, on est en regard un peu excentré à droite. Voilà, Maxime, oui, je n'ai pas répondu tout à l'heure. Le voilà, ça c'est un gaze nystagmus. Il y a une proposition également de multidirectionnel. C'est pas faux, puisque on va en parler un petit peu après. Mais ça, c'est dans les autres positions du regard, il n'y a rien. C'est uniquement un nystagmus du regard légèrement excentré, droite à droite et gauche à gauche. Ça, c'est un gaze nystagmus. Ce n'est pas le nystagmus physiologique du regard extrême si on emmène l'œil trop loin. C'est un nystagmus rare, mais si vous l'avez, c'est un signe de centralité. Alors, et celui-là, donc sous vidéonystagmoscopie. Voilà, regard à gauche, regard centré. Regard à gauche, pardon, c'était centré et à droite. Regard à droite. Oui, tout à fait. Ce nystagmus, suivant la position de l'œil dans l'orbite, on n'a rien fait à la jeune femme. Elle est en position neutre, assise, on lui se coupe à la tête, on la bascule pas, rien du tout. Simplement, on observe le mouvement de ses yeux quand elle regarde droit devant elle, ou à droite, à gauche, en haut, en bas. Position de l'œil dans l'orbite. Suivant la position de l'œil dans l'orbite, on a parfois quelques petites secousses verticales comme ici. Ça, c'est le regard vers le haut. Horizontale dans le regard vers la gauche. Donc le nystagmus change à la fois de sens et de direction suivant la position de l'œil dans l'orbite. Ça, c'est la définition du nystagmus multidirectionnel, qui est également typique et suffisant pour suspecter une origine centrale. Il est rare, mais si vous l'avez, voilà, vous avez votre signe clinique suffisant. Ça ne peut en aucun cas être périphérique. Qu'est-ce que vous pensez de ce nystagmus? On en a vu précédemment dans la communication de Philippe Laurin. C'est un nystagmus vertical inférieur dans une position où on n'attend pas du tout de nystagmus vertical pur inférieur. Le vertical inférieur pur, on en a parlé un petit peu avant. S'il n'y a pas cette composante rotatoire et si en tout cas tout critère atypique dans les nystagmus de position doit vous faire suspecter une origine centrale, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est un élément de suspicion et d'orientation centrale.
chez cette patiente qui avait ce nystagmus vertical inférieur persistant pendant des mois et des années, et de multiples IRM jusqu'à avoir la coupe fine qui a montré la lésion hémorragique du pédoncule cérébelleux supérieur. C'était bien une origine centrale. Je vous ai donné la réponse trop tôt là. On va aller tout de suite au bon endroit. On a un nystagmus qui se présentait comme un nystagmus périphérique dans un contexte tout à fait évocateur de VPPB. Mais il s'est modifié lors du contrôle clinique après une première manœuvre où tout se présentait relativement typique. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. On a un nystagmus persistant, horizontal, et vous voyez la manœuvre, on voit que la pupille s'est resserrée, on a enlevé le cache, et on cherche l'inhibition par la fixation. Donc, ce nystagmus qui est présent sous lunette, quand on fait fixer, on enlève le cache et on demande de fixer le doigt. Voilà, on voit la pupille qui se resserre. Il est toujours là, peut-être même un peu plus rapide. Donc, il n'y a pas d'inhibition par la fixation. C'est un critère majeur pour un nystagmus central. Encore une fois, rarement présent. Tous ces petits signes-là, ils ne sont pas fréquents, hein, mais quand vous les avez, vous êtes sûr de votre coup. Voilà. Ce n'est pas un syndrome vestibulaire aigu périphérique typique. Chez cette patiente, c'était une sclérose en plaques, avec des lésions d'ailleurs multiples et un vertige inaugural. Hein. C'est le diagnostic qui a été fait par l'ORL. Test of skew, troisième et dernier élément du INS, qui est le protocole d'examen clinique en urgence. La recherche d'une skew deviation, alors ça, si elle est présente, c'est vraiment un très bon argument de centralité. Mais ce n'est pas facile de la retrouver. Et puis, il peut y avoir des faux positifs, on va dire, liés au strabisme, aux problèmes donc, orthoptiques. Cependant, en verticalité, on a quand même beaucoup moins d'impact du strabisme. Donc, c'est beaucoup plus fiable. Donc, on cherche un désalignement oculaire vertical aigu, qui est retrouvé essentiellement dans les causes centrales. Dans les causes périphériques aiguës, ceux qui sont dans les services d'ORL et d'autoneuro l'ont sans doute observé dans les premières 24 heures, on va dire, qui suivent une neurotomie vestibulaire, un schwannome vestibulaire, une grande déafferentation aiguë. On le retrouve, mais ça s'estompe très très vite. Ce signe franc et qui persiste au-delà des premières heures est très évocateur d'une origine centrale de fosse postérieure. Donc, pour rechercher la skew deviation, c'est le cover test ou mieux, si on a la baguette de Maddox, ça coûte 3 fois rien, mais ça aide beaucoup à interpréter ce signe-là. Donc, le cover test, on cache un œil et au moment où on le découvre, on cherche à voir donc là, on voit pas grand-chose. Le désalignement vertical. Il y a un œil, l'œil couvert va dévier et au moment où on le découvre, il va se réaligner. Donc, on va voir comme une petite saccade verticale. Pas facile à voir. Contre, beaucoup plus facile avec la baguette de Maddox. Devant l'œil droit. Vous tenez la baguette et vous regardez la lumière ici droit devant vous. Ouais. Vous voyez une ligne horizontale rouge? Oui. Donc, on éclaire avec une source lumineuse à travers le filtre strié. Elle penche d'un côté. Hein. Elle penche d'un côté, oui. Et le point lumineux, il est comment par rapport à la ligne? Il est en dessous. Hein. Il est en dessous. Voilà, et là, c'est très facile pour le patient. Il voit une ligne horizontale et le point lumineux à travers la baguette de Maddox doit être aligné sur la ligne. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un désalignement, il y a une skew deviation. Donc là, il suffit au patient de signaler si le point est en dessous du trait, de la ligne ou au-dessus. C'est beaucoup plus fiable. Non, pas du tout. D'accord. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouais. Donc, on place les stries de la baguette de Maddox dans le plan vertical. Voilà. Et donc là, il est au-dessus, mais bon, légèrement au-dessus. Hein. Pas aussi facile. C'est plus facile pour le patient de vous le signaler plutôt qu'à l'examinateur, surtout non entraîné, de repérer la petite saccade. Donc, l'analyse du nystagmus donne des éléments d'orientation vers une cause centrale. S'il n'est pas inhibé à la fixation,
s'il est vertical pur, sans caractère rotatoire, s'il est torsionnel pur, sans caractère horizontal ou vertical, puisqu'on a vu les lois physiologiques hein, des canaux semi-circulaires qui font que si c'est périphérique, on n'a jamais de vertical pur ou de torsionnel pur. Si on a du torsionnel, on a forcément de l'horizontal et du vertical en même temps. Et si on a du vertical, on a forcément un peu de rotation si c'est périphérique. Ça, c'est subtil à l'examen clinique. Hein. Le gaze nystagmus, celui-là, il est typique. Le multidirectionnel et le caractère non ressenti. En plus de ces éléments d'examen clinique qui sont donc bien codifiés, applicables en urgence, qui demandent quand même une formation et une analyse assez précise, en dehors de ça, bien sûr, il y a des éléments d'interrogatoire. Et à l'interrogatoire, c'est surtout tous les éléments d'association. Le vertige périphérique de la névrite, il est isolé. Il n'y a pas de signe neurologique, il n'y a pas de céphalée, il n'y a pas de surdité. Et puis, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas d'autalgie, pas d'autorée, et il n'y a pas de contexte. Bien sûr, si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un élément à prendre en compte. Le contexte post-traumatique, c'est également à prendre en compte. Les cervicalgies, les douleurs latérocervicales. Et puis, un élément qui est encore assez mal pris en compte, c'est le grand vertige rotatoire en 2 temps. C'est l'accident vasculaire qui suit l'accident ischémique transitoire. C'est exactement la même chose que les infarctus en 2 temps, les accidents vasculaires dans les suites de l'AIT. Le vertige qui rentre dans l'ordre rapidement et qui est suivi du grand vertige aigu, c'est très évocateur d'une origine vasculaire. Et puis toute discordance entre l'intensité des 3 grands signes liés dans le syndrome vestibulaire, ça doit mettre la puce à l'oreille. Si on a un vertige très fort, on a un nystagmus très fort et on a des nausées. Si on a des vomissements alors que le nystagmus est tout petit et que les vertiges sont, oui, un peu, mais pas plus que ça, c'est pas du tout typique d'une cause périphérique. Donc en urgence, les signes centraux, c'est 2 ou 3 anomalies aux 3 signes du INS, absence de saccade au test d'impulsion, signe de centralité sur l'analyse du nystagmus et la présence d'une skew deviation. Donc ce INS est important, mais bien sûr, il ne faut pas oublier l'interrogatoire, il faut rester systématique dans l'examen clinique. Et puis dans le vertige en urgence, c'est vraiment l'interrogatoire et l'examen clinique rigoureux qui prime. Et il faut savoir négocier, demander, répéter une IRM, et en se souvenant qu'elle est souvent, les faux négatifs sont fréquents dans les 48 premières heures. Merci Anne pour cette super présentation. Et moi, je la connais évidemment, et j'ai toujours autant de plaisir à l'écouter. Et j'adore cette présentation puisque finalement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'examen clinique et l'interrogatoire, c'est quelque chose de très important. Et très précocement, c'est même sans doute plus performant que l'IRM. Tu l'as indiqué, il y a des faux négatifs très précocement de l'IRM. Et ça, je crois que c'est un point important. Et ça renforce le rôle de l'ORL aux urgences et de la VORL et de la collaboration avec le neurologue. Sans doute, faut-il former plus nos urgentistes qu'on essaye de faire aussi au CHU pour que les urgences soient triées au mieux. Donc, merci encore. On n'a pas trop le temps pour une question. Je vais la garder pour la fin, peut-être pour laisser le temps de parole à Mahmoud Mourad-Kani et à Alain Loher, qui puissent faire leur topo dans les 20 minutes qui nous restent. Et si on aura peut-être 5 minutes pour faire les questions. Donc, je passe tout de suite la parole à Mahmoud et à Alain, et je leur ai demandé le problème de la rééducation vestibulaire. Quand est-ce qu'on les prescrit et comment on fait? À vous. Et bonsoir, merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite. Voilà, effectivement, avec la collaboration de M. Loher, notre rééducateur spécialisé à Valenciennes, je vais présenter la rééducation vestibulaire. D'abord, je parlerai très rapidement quand la prescrire et je passerai la parole à M. Loher pour la description de la rééducation vestibulaire. Nous savons tous que la rééducation vestibulaire, c'est une rééducation neurosensorielle de l'équilibre. C'est un complément indispensable
de traitement de tout vertige, que ce soit positionnel ou non. La rééducation vestibulaire a sa place. D'ailleurs, à ce propos, je signale que j'ai toujours œuvré pour une collaboration étroite entre les prescripteurs et les rééducateurs. Et depuis 2018, nous avons créé dans notre région Nord-Pas-de-Calais une amicale entre les professionnels de la vestibulologie, en particulier entre les ORL prescripteurs et les rééducateurs. D'ailleurs, à partir de 14 septembre, nous allons recommencer nos rencontres. La première rencontre, ça sera programmée pour le 14 septembre à Lille, à Lambersart. Vous allez recevoir l'invitation, les membres de l'APV vont recevoir et j'espère que vous allez participer. En plus, la rééducation sera transmise sur le plan national via visioconférence. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de la rééducation vestibulaire, mais je pense que c'est important de dire que le rééducateur doit être bien formé, une bonne formation et un bon équipement est nécessaire pour la réalisation d'une bonne rééducation vestibulaire. Je schématise de façon assez rapide 3 situations et que je pense que c'est très important à chaque fois d'y penser. D'abord, la situation aiguë. Pour les vestibulopathies aiguës, les atteintes aiguës du système vestibulaire. Et ces atteintes doivent bénéficier dès que possible, assez rapidement, d'une rééducation. Plus la rééducation est précoce, plus la compensation centrale et la récupération est meilleure. Bien entendu, si la compensation centrale n'est pas obtenue, il convient de revoir le diagnostic. Parfois, les pathologies chroniques ou récurrentes commencent par un vertige aigu. Mais dans les situations de névrite, en général, la rééducation suffit pour obtenir une compensation et une amélioration clinique. Deuxième situation, c'est la situation de vestibulopathie récurrente et en particulier la maladie de Ménière. Je prescris en général dans ces situations en dehors des crises et une fois que la vestibulopathie ou la maladie a été stabilisée, y compris sur le plan psychologique, le patient doit avoir un protocole thérapeutique bien fixe, les crises doivent être espacées et moins intenses, faiblement intenses, pour que la rééducation puisse améliorer la période intercritique. Ces rééducations doivent être répétées dans le temps. En général, je prescris des séries de 20 séances espacées et à répéter. La dernière situation, c'est la situation des pathologies chroniques, que ce soit en post-chirurgie ou post-traumatique, ou par exemple la presbyvestibulie. Je pense que dans cette situation aussi, la rééducation doit être très précoce. Plus tôt on commence, mieux la personne retrouvera l'équilibre. Et par contre, je suis contre les rééducations répétitives et longues. Il faut espacer entre les séries et je prescris souvent des séries par 20 et espacées de quelques mois, 3 à 6 mois, en fonction de pathologie, en fonction de résultats obtenus. Je pense que c'est très important, surtout dans les pathologies récurrentes, ne pas se contenter uniquement de la rééducation et oublier le traitement médical et le traitement et la stabilisation de la maladie. Je passe la parole à M. Loher. Je coupe mon microphone. Voilà. Bonsoir, Alain Loher. Je suis masseur-kinésithérapeute, rééducateur vestibulaire. Je remercie tout d'abord Amplifon, le professeur Vincent et Dr Mourad Kani de me donner la parole pour vous parler d'une rééducation neurosensorielle qui, comme il l'a dit, doit être pratiquée par des professionnels qualifiés. Alors, le kiné, il a un cadre légal diagnostique. Alors, bien sûr, ce n'est pas Peut-être coupe-t-on. des informations de notre prise en charge. Alain, coupe-t-on peut-être ta vidéo. Alain, si tu peux couper ta vidéo, parce que la bande passante, des fois ça hache. Voilà, on entendra mieux. Donc, le diagnostic du kiné, qui n'est pas un diagnostic médical, est constitué des doléances, des déficiences, d'une information de la prise en charge que nous mettons en place et du pronostic. Voilà. Pour faire ce bilan, nous allons faire de la VNS et de la VNG parfois,
La VNG, il faut faire attention. La VNG, de ne pas faire le calorique. Le calorique, c'est réservé aux médecins, aux ORL. Je vais changer de diapo. Diapositive suivante. Allô? La prescription devrait être établie de la façon suivante: bilan et rééducation vestibulaire si nécessaire. Ça permet au kiné de faire tous les bilans utiles et nécessaires avant de prendre en charge le patient selon son bilan. Il est vrai qu'on l'a dit, dès que la rééducation stagne, il est conseillé de faire une pause, c'est-à-dire que rarement on dépasse les 3 mois. Bien que certaines pathologies centrales ou des déficits bilatéraux nécessitent un traitement prolongé. Chez nous, le VPPB, c'est entre 2 et 3 séances. Diapositive suivante. Le matériel utilisé par le rééducateur vestibulaire. Il est indispensable qu'il ait une vidéonystagmoscopie. Il est indispensable qu'il ait un fauteuil rotatoire. Alors, vous avez vu, le vidéonystagmoscopie, c'est en filaire pour éviter le freezing. Ça nous permet de voir effectivement tous les nystagmus. La VNG, c'est en annexe. Il faut absolument qu'il ait également un chronographe. Quand il est un petit peu aguerri, il va se mettre à faire il a besoin d'un simulateur optocinétique. De préférence également, avoir au moins un plateau de Bessou pour travailler l'équilibre, pour vérifier l'équilibre. Et le mieux, c'est d'avoir un Smart EQ-Test, malheureusement, qui n'est plus en vente, ou bien un autre appareil, une plateforme asservie. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'appareils de rééducation virtuelle. C'est très en vogue. Malheureusement, ce n'est pas validé en rééducation vestibulaire, c'est validé pour les traitements anxieux. Donc là, il faut faire vraiment très attention. D'ailleurs, l'ANSSE met en garde pour les risques de cinétose. Les marchands de matériel, ils ont une stratégie qui n'est pas la nôtre, ils ont une stratégie commerciale. Il faut éviter, quand on l'achète, il faut vérifier que c'est bien validé par la rééducation vestibulaire. Page suivante. J'ai repris là un petit peu toutes les pathologies que le rééducateur va prendre en charge. Alors, on ne va pas toutes les énumérer. Il y a la nouvelle pathologie, le PPPD, que vous avez sans doute déjà entendu parler. Mais voilà, on a quand même une large indication de la rééducation vestibulaire qui, entre les soins pour favoriser la compensation et ceux pour réduire les symptômes. On a les deux techniques pour la rééducation. On va passer à la diapositive suivante. Alors, toute atteinte vestibulaire générera des troubles. Alors, des troubles posturaux, visuels et perceptifs. Alors, le rôle du rééducateur vestibulaire, c'est d'analyser l'ensemble des troubles générés par le désordre vestibulaire, puis aider à faire en sorte que la remédiation dont le cerveau est capable se fasse vite et bien. Ça, c'est très important pour limiter les atrophies des structures corticales et de ce fait les désordres cognitifs. Diapositive suivante. La rééducation vestibulaire se fait après un bilan. Alors, on ne va pas reprendre tout ce que nous pouvons faire comme bilan. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le bilan, il est dirigé par l'interrogatoire. Rien n'est plus important que l'interrogatoire pour bien comprendre quelles sont les doléances du patient et pour répondre à sa question. Ça nécessite donc un bilan très précis pour ne pas précipiter dans les troubles somatoformes, des troubles organiques. Et vous voyez là les voitures, donc il faut faire attention à tous les inhibiteurs centraux. Donc il faut vraiment également donc vérifier tous les médicaments. Alors que ça peut aller du diclofenac et dont on ne parle pas forcément, mais il faut vraiment vérifier toutes les boîtes de médicaments de nos patients. Page suivante. Et la page suivante, on en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais on a trop souvent encore des bilans
de vertige où on n'a pas la direction, on n'a pas la forme, l'intensité. Alors, on ne parle pas non plus de l'influence de la fixation ni de la direction du regard et la position de la tête. Tout ça, ça me paraît effectivement très important. Diapo suivante. Voilà. Alors, pour ma prise en charge par expérience, je ne prends plus en charge un patient sans vérifier avec une VNS si le patient n'a pas de nystagmus de position. Alors, comment je fais? Je prends mon patient, je l'assieds en bout de table, je lui mets une caméra sur la tête, je lui penche la tête en avant, je vérifie si on a un nystagmus, je lui mets la tête en arrière, je vérifie si on a un nystagmus. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je mets la tête en avant, si j'ai un nystagmus horizontal, droit, et lorsque je pose en arrière, si j'ai un nystagmus horizontal, gauche, c'est qu'on est parti, on risque d'avoir un VPPB du canal semi-circulaire horizontal. Donc, c'est très important déjà de le voir. Ensuite, je le mets sur le dos, tête en position indifférente. Je vérifie également le nystagmus, je le tourne à droite, je tourne à gauche. Lorsque j'ai un nystagmus qui est rotatoire ou qui est vertical supérieur, j'attends. Alors, l'observation du nystagmus, ce qui est très important, c'est de ne pas se précipiter parce qu'il y a toujours une latence. Donc, la latence nécessite qu'on prenne notre temps. Il faut également qu'on voit pour le VPPB, pour ce que nous traitons de VPPB, il faut qu'on ait cette notion de latence et il faut que ce soit que le nystagmus il augmente et qu'il régresse. On va passer à la... Lorsque je ne retrouve pas de nystagmus dans cette position-là, je le mets assis en bord de table et je vérifie en bord de table. Chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que dans la physiologie des canaux semi-circulaires, je vais parler que du postérieur, qui est le plus souvent le cas. Lorsque je mets la caméra sur l'œil droit et que j'observe mon VPPB, je n'aurai pas le même nystagmus que lorsque je mets la caméra sur l'œil gauche. C'est-à-dire que lorsque je mets la caméra sur l'œil droit et que j'ai un VPPB du canal semi-circulaire droit, j'ai un nystagmus torsionnel. Et lorsque je le mettrai sur le côté gauche, j'aurai un nystagmus vertical supérieur essentiellement. Il y a toujours du vertical et du torsionnel, mais on a les deux. Et on en a parlé tout à l'heure, mais lorsque j'ai du vertical inférieur, si je ne veux savoir que mon vertical inférieur, lorsque le patient est assis, est dû à un canal antérieur, eh bien je change ma caméra d'œil et je dois voir à ce moment-là du torsionnel. Et si c'est du torsionnel, ça peut effectivement être un canal antérieur. Ça, ce sont des choses qui sont importantes de tenir compte. On va passer à la caméra. Ce qui est important aussi, parce qu'on n'a pas parlé, mais les vertiges au changement de position dont Alain y parle, dont Alain Semon y parle, ce sont des vertiges qui sont quand même très fréquents, qui sont peut-être chez nous plus fréquents que le VPPB. Ce sont des patients qui, le matin, quand ils se lèvent, ils s'assoient au bord du lit et retombent dans le lit. Et on va retrouver chez ces gens des nystagmus de position en position allongée. La grande différence entre les nystagmus périphériques et les autres nystagmus périphériques, c'est lorsque je fais un HST, je n'aurai pas de nystagmus post-HST. Chez ces patients, il suffit de chercher une position de couchage qui va les soulager et on les revoit 7-10 jours après et on n'a plus de problème. Je vais vous dire, dans le VPPB, nous faisons une manœuvre libératoire. Moi, je fais la manœuvre de Semon. Et lorsque j'ai fait ma manœuvre libératoire, j'ai une semaine de contention. Très souvent, je leur mets une minerve. Je leur demande de tenir la tête droite. Ce qui est simple à comprendre, ils ont un seau d'eau sur la tête qui ne renverse pas. Et le patient il revient la semaine d'après. Et très souvent, le patient il est guéri. Alors, je n'ai pas les mêmes cohortes que le docteur Laurin, parce que nos patients, il y a un gros pourcentage de patients qui sont guéris après la première manœuvre. Lorsque les patients ne respectent pas les consignes, on fait une deuxième manœuvre. Si on est obligé de faire une troisième manœuvre ou une quatrième manœuvre, on arrête parce que soit le patient n'est pas apte à suivre les consignes, soit qu'on est passé à côté de notre pathologie. Diapositive suivante. Alors,
je reviens dans notre bilan du rééducateur vestibulaire. C'est la même diapo que le professeur Vincent parce qu'on a les mêmes sources. On va commencer donc par les épreuves les plus lentes. Alors, nous, on ne fait pas le calorique, mais le calorique, c'est du 0,03 Hz. On fait l'épreuve rotatoire impulsionnelle qui est à 0,05 Hz. On fait le fauteuil rotatoire qui est à 1,2 Hz. On fait le HST qui est à 2 Hz, le HIT ou le VHIT à 5 Hz et le vibrateur qui est à 100 Hz. On fait toujours de la plus basse fréquence vers la plus haute fréquence. Diapositive suivante. Le bilan pour nous qui est essentiel, c'est l'épreuve rotatoire impulsionnelle. Alors, le professeur Vincent vous l'a dit tout à l'heure, quand je tourne la tête à droite, j'ai les liquides qui partent à gauche, j'ai la phase lente qui va à gauche et j'ai mon nystagmus qui part à droite. Vous avez ça sur le premier graphe. Lorsque je fais mon test, je reporte le nombre de nystagmus paire rotatoire au niveau du 1, post-rotatoire au niveau du 2, au 3 en paire rotatoire anti-horaire et en post-rotatoire anti-horaire en 4. Ça nous permet de savoir si notre patient, on a une vision très rapide de nos vestibules. On passe à la diapositive suivante. Lorsque je tourne la tête, nos tests sont faits à une vitesse de 20 degrés seconde. Une seconde d'accélération à 25 degrés seconde carré. On fait 7 secondes de rotation à vitesse constante. On fait une décélération sur une seconde, donc de 25 degrés seconde. On s'arrête 10 secondes et on refait dans l'autre sens. Voilà, donc ça va nous donner soit une épreuve symétrique, soit une prévalence droite ou gauche. Il faut savoir que lorsqu'on est en fin de rotation, la cupule reprend sa position initiale, c'est après 8 secondes. De toute façon, la cupule, à 20 degrés seconde, il n'y a quasiment pas de déplacement. Au bout de 7 secondes, elle a pris le déplacement maximum qui est de 0,01 degré. Il faut noter que la cupule, elle va bouger de 1 degré uniquement dans les vitesses de 800 degrés seconde. Donc, on est vraiment dans des petites vitesses. C'est la diapositive suivante. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on utilise l'épreuve rotatoire impulsionnelle pour la rééducation? C'est parce qu'en réalité, en paire rotatoire, on a une idée de la compensation. En post-rotatoire, on a une idée de la réflectivité et de l'irritation. Alors, le but de la rééducation, ça va être de symétriser les paires rotatoires et d'abaisser les post-rotatoires. Je ne vais pas rester longtemps sur ces questions-là. On fait le HST, on en a parlé, vous l'avez vu. Ça vous donne une information de l'oreille, ça barre vers l'oreille la plus forte. On est en train d'interroger les cellules de type 1 qui sont piriformes, qui sont phasiques. Voilà. L'épreuve suivante, on tourne la page. On peut également faire le vibrateur qui donne les mêmes informations à 100 Hz. Le test d'Almagui, on l'a vu. Alors, l'avantage du VHIT par rapport au test d'Almagui, c'est qu'on peut se faire tromper dans le test d'Almagui par les coversincades qui arrivent avec une latence de 80 millisecondes. Alors, un mouvement de tête, c'est 150 millisecondes. Si le patient nous fait une coversincade de 80 au bout de 80 millisecondes, eh ben, on pourra être trompé par cette coversincade, alors que l'oversincade, elle n'arrivera que à 200 millisecondes. Diapositive suivante. Alors, les épreuves rotatoires, l'objectif du rééducateur vestibulaire, on commence toujours par vérifier le réflexe vestibulo-oculaire. Le réflexe vestibulo-oculaire, ça se teste sur le fauteuil, 3 tours, 3 secondes à vitesse constante, les yeux fermés. On va d'abord tester la vection circulaire. Donc, lorsqu'on a fait nos 3 tours, 3 secondes à vitesse constante, les yeux fermés, on garde les yeux fermés. On aura donc là la réponse du PIVC. C'est la perception du vertige, c'est la sensation de mouvement propre.
Alors, je l'ai noté en dessous, c'est vrai que dans le Ménière, cette information-là ne changera jamais. Et c'est toujours sur l'oreille malade en cas de crise qu'on a le plus de points, qu'on a le plus de temps. Alors, les temps, ça peut aller de 15 secondes post-rotatoire avec son circulaire à 35 secondes. Donc, quand on a des pathologies centrales, en post-vection circulaire, on peut aller jusqu'à 60 secondes, même au-delà de 60 secondes. Pour la fixation, quand on a fini de faire les 3 tours 3 secondes, en 3 secondes, on ouvre les yeux et on fixe un point devant nous. Et là, on teste, on est dans le périphérie, on va jusqu'au tronc cérébral. Quand on a testé le réflexe vestibulo-oculaire, on peut ensuite tester le réflexe optocinétique. Alors, la particularité, l'optocinétique, il va de pair avec le réflexe vestibulo-oculaire. Le réflexe vestibulo-oculaire, c'est pour les vitesses rapides et courtes dans le temps. Le réflexe optocinétique, c'est pour les vitesses lentes et qui durent. C'est-à-dire que dès qu'on fait des mouvements, dès qu'on a une vitesse constante, on va avoir l'information du mouvement par le réflexe optocinétique. Et si on fait un mouvement rapide pendant ce temps-là, on repasse tout de suite au réflexe vestibulo-oculaire. La particularité du ROC, c'est qu'il ne s'engage, donc les premières 12 secondes de stimulation, on aura le réflexe vestibulo-oculaire. Et lors de la stimulation donc, sur un champ visuel total, on va avoir la poursuite qui se met en place immédiatement. Et au bout de 12 secondes, on aura le réflexe qui se met en place. Lorsque le réflexe se met en place, pour donner l'information de vitesse, eh bien, c'est la déformation des points sur la rétine périphérique, parce qu'en réalité, on baisse le gain, on perd 20% au niveau du gain. Donc, c'est la déformation des points au niveau de la rétine périphérique qui va nous donner l'information de vitesse. Ce réflexe optocinétique, on va la tester en horizontale de 0 à 40 degrés secondes, toujours à vitesse constante, donc plus de 20 secondes de stimulation pour regarder ce que ça donne. Il y a une déviation posturale qui est physiologique. La chute, bien sûr, n'est pas physiologique. Donc, on note si la déviation est trop importante. En vertical, les vitesses sont un petit peu moins fortes et moins importantes. Diapositive suivante. La prise en charge du patient, c'est aussi la marche, la posture, enfin, toutes ces techniques posturales. Alors, la marche, il est très important déjà d'évaluer le patient. Au moment où il se lève de la salle d'attente, de son siège de la salle d'attente, regardez comment il vient jusqu'au bureau, voilà, regardez son cheminement, voir comment il se retourne, voir comment il s'assied, comment il tient debout. C'est très important parce que quand on va commencer le test, parfois les réponses sont totalement différentes. Alors qu'il tenait debout, qu'il marchait en venant au bureau, quand on lui demande de marcher, il ne sait plus marcher. Donc, c'est des informations qui nous paraissent importantes. Donc, je ne vais pas vous parler du Romberg et du Romberg sensibilisé. Il y a un plateau qui est très intéressant pour les gens qui n'ont pas d'équitesse ou qui n'ont pas de plateau dynamique et qui soit asservi. C'est le plateau de Bessou. Alors, le plateau de Bessou, je m'en suis servi au CHU de Lille et on a fait des études, on s'est rendu compte que le patient qui a un problème vestibulaire aigu, quand il y a une déviation antero-postérieure du plateau, les yeux ouverts, les yeux fermés, le patient y tient. Par contre, en déviation latérale, les yeux ouverts, il tient, les yeux fermés, il tombe. Donc, j'avais fait un travail avec le professeur Fraisse là-dessus. On peut dire que si le patient tombe en phase 4, exclusivement en phase 4, il y a fort à parier qu'on a affaire à une pathologie vestibulaire périphérique. Diapositive suivante. On pouvait ne pas vous parler de l'EquiTest, qui est le seul appareil, c'est la seule plateforme asservie qui puisse nous parler de la dépendance visuelle. On attend maintenant les appareils suivants. Alors, elle vous donne les scores, le composite. Vous voyez
la première barre rouge qui est un petit peu séparée, vous avez le composite, donc c'est l'état de votre équilibre. Vous avez en dessous à gauche, vous avez le somesthésique, ça c'est l'état de tout ce qui est périphérique au niveau des membres. Faut savoir que nos patients qui ont des problèmes vestibulaires, ils ont tous des bons somesthésiques. Là où il y a un problème, c'est très souvent un petit déficit visuel. Et ici, dans les névrites, par exemple, on a un déficit vestibulaire. Lorsqu'il y a un déficit vestibulaire qui est à 0 et le visuel il est abaissé, le préférence ne veut plus rien dire parce que c'est des rapports entre ces deux trucs, entre ces deux données, donc ça ne veut plus rien dire. Donc les épreuves se font les yeux ouverts sur plateforme stable. C'est 1, 2, les épreuves sur plateforme stable, les yeux fermés. En 3, les yeux ouverts sur la cabine qui va bouger. Donc c'est la dépendance visuelle. Bon, ça c'est des choses que vous connaissez. On va passer à la diapositive suivante. Comment est-ce que nous prenons en charge nos patients? Alors après le bilan, on va passer à la rééducation. La rééducation, pour le RVO, on va travailler sur le fauteuil rotatoire. On va faire 3 tours en 3 secondes, d'abord en fixation. Et alors, vous voyez sur le graphe à droite, il y a une courbe d'adaptation. C'est-à-dire que la première séance, on va avoir des temps importants. On peut avoir 14 secondes et ça va monter jusqu'à 16. Et au fur et à mesure qu'on tourne sur le fauteuil et qu'on arrête, on tourne toujours du même côté, hein, parce que c'est une stimulation unidirectionnelle. On descend le temps qui est le plus élevé. Donc, au fur et à mesure de la première séance, on voit les temps qui baissent et puis tout d'un coup, il y a un échappement. Et alors là, il faut arrêter parce que sinon, on va rendre le patient malade. Au fur et à mesure des temps, vous voyez, au fur et à mesure des séances, vous allez voir les temps diminuer et il n'y a plus cette notion d'échappement. Par contre, à la fin, on aura une notion de plateau et quand le patient il est fatigué, on arrête. Ça, c'est la rééducation en fixation. On fera, quand le patient il va bien en fixation, on vérifie la vection circulaire, donc voir si au niveau central, ça fonctionne bien. On recherche toujours des temps symétriques. On recherche la symétrie entre les réponses à droite et à gauche. Lorsque le patient il n'est pas bien après la rééducation parce qu'on a été un petit peu trop agressif, on est allé un tout petit peu trop loin, eh bien, il y a une technique qui marche très bien, c'est le fauteuil baguette. Donc, c'est le patient qui est assis sur le fauteuil, il tient une baguette devant lui et on fait des toutes petites rotations en très faible vitesse et ça, c'est très sédatif. On peut également s'en servir pour travailler le RVO pour les pathologies centrales, parce que les pathologies centrales, c'est rare qu'on puisse faire du fauteuil rotatoire à 3 tours, 3 secondes. Lorsque le RVO est stabilisé, lorsqu'on a des réponses symétriques, on peut passer à une stimulation optocinétique. Il faut faire toujours très attention que le réflexe optocinétique ne décompense pas le RVO. Il faut toujours revenir donc vérifier si le RVO est symétrique. Encore une minute, Alain, parce qu'on est très en retard. Il faut qu'on dépêche. Ouais, et quand on a fait le ROC, après on passe à la normalisation de l'organisation sensorielle. Et ça, actuellement, on ne le fait que sur Smart EquiTest. Donc, on tourne la page. Et donc, je vais avoir fini. Alors, une hypofonction vestibulaire unilatérale aiguë, prise en charge rapidement par la rotation unidirectionnelle sur le fauteuil. Donc, avant 15 jours, on peut espérer une récupération du RVO. Ça, c'est une étude de Michel Lacour. Plus tard, on passera dans la remédiation, c'est-à-dire on travaillera sur la compensation. D'où l'importance de prendre en charge les patients qui ont une hypofonction vestibulaire unilatérale très rapidement. On a 15 jours. Donc, on appelle ça une période critique de 15 jours. Plus on attend, plus on a des risques d'atteindre des fonctions perceptives et cognitives catastrophiques pour nos sujets âgés par l'aggravation des risques de chute. La dernière page, c'est uniquement pour remercier les gens que j'ai pompés pour faire ce diaporama. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alain et Mahmoud pour ces exposés très longs. On est malheureusement en retard, donc on n'a pas trop le temps pour
des questions et vous pourrez renvoyer par mail privé si vous avez des questions spécifiques. J'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, pour moi, il a été très riche et il a répondu à plein de questions. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et j'ai remarqué qu'il y a un nombre de participants élevé et jusqu'à la fin de la séance, qui est quand même bon signe de l'intérêt. Voilà, bonsoir à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonsoir, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.